Cette nuit-là, 2 chiffres ont claqué comme un avertissement. 900 millions d'un côté, de l'autre, des récoltes qui s'effondrent sur fond d'exportation en recul, de maïs contracté et de 2 saisons commerciales perdues aux États-Unis. En face, le Burkina Faso vote vite, bannit 4 variétés OGM liées à Monsanto et Bayer et promet de rompre 20 ans de dépendance. Pourquoi alors Ibrahim Traoré devient-il un nom qui fait calculer Washington ? Si cette bascule prend racine, le Mali, le Niger ou le Ghana pourraient en s'en inspirer, et un simple texte agricole deviendrait un levier de souveraineté, de marché et de pouvoir régional. Le récit s'engage sur une promesse simple, suivre sans surenchère ce qu'active une loi agricole quand elle cesse d'être un texte technique et devient un signal stratégique. Saisir le mécanisme, c'est lire pouvoir, autonomie, marché en clair. Derrière la formule anti-OGM, il est question de chaînes concrètes. Qui contrôle la semence, qui fixe le rythme des achats annuels, qui supporte le risque quand les cycles d'humidité deviennent irréguliers, et qui garde la main quand les débouchés extérieurs se contractent. À l'échelle locale, la bascule touche les dettes, les sols et le sentiment de planter sans brevet. À l'échelle régionale, elle ouvre l'hypothèse d'un effet domino, donc d'un nouvel équilibre de négociation avec l'extérieur. Reste un point décisif. Si le vote a été expédié en moins d'1 heure, qu'est-ce que cette vitesse révèle vraiment et quelles conséquences mesurables apparaissent dès les premiers mois ? Moins d'1 heure, c'est le temps qu'il a fallu pour adopter le texte, un rythme rarissime pour une réforme de cette ampleur. Ce chiffre, mis en regard de 20 années de dépendance progressive aux semences brevetées, révèle une rupture nette, assumée et immédiatement lisible par les acteurs internationaux. À partir de là, la loi anti-OGM du Burkina Faso cesse d'être un simple cadre agricole pour devenir un signal de repositionnement. Le contexte éclaire la portée du geste. Aux États-Unis, plusieurs filières faisaient main face à des exportations en recul et à des baisses à 2 chiffres sur certaines cultures, après 2 saisons commerciales difficiles. Dans le Sahel, à l'inverse, la décision de bannir 4 variétés OGM liées à Monsanto et Bayer s'inscrit comme une sortie méthodique d'un modèle fondé sur l'achat annuel, les intrants spécifiques et la dépendance technique. Ce contraste alimente une lecture plus large. Lorsque la semence change de statut du brevet vers le patrimoine, la chaîne de valeur se recompose. Les producteurs retrouvent une marge de manœuvre, les chercheurs réorientent leurs priorités et l'État gagne un levier symbolique qui dépasse l'agronomie. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme point de cristallisation, non pour une déclaration spectaculaire, mais parce que sa posture calme et constante a été interprétée comme l'aval politique d'une souveraineté assumée. Sur le terrain, les premiers signes sont concrets. Dans le nord, des groupes de femmes ressortent des paniers de graines anciennes. À Bobo-Dioulasso, de jeunes biologistes improvisent des micro-laboratoires pour cartographier l'humidité des sols. À Kaya, les marchés voient revenir le sorgho traditionnel. Ces micro-scènes, mises bout à bout, dessinent un basculement perceptible. Pour la première fois depuis longtemps, la trajectoire agricole semble décidée de l'intérieur. Une question demeure pourtant. Comment ces indices précoces se transforment-ils en effets mesurables et durables, et jusqu'où peuvent-ils redéfinir l'équilibre régional ? Pour comprendre comment une loi abstraite devient une réalité vécue, il faut suivre des trajectoires concrètes. Dans un village du Nord, un cultivateur explique qu'il a replanté une variété transmise par sa grand-mère, non par nostalgie, mais parce qu'elle résiste mieux au sol appauvri. À Bobo-Dioulasso, de jeunes chercheurs racontent avoir redécouvert des espèces que leurs instituts considéraient comme marginales, puis les avoir testées face à des cycles d'humidité irréguliers. À Kaya, des commerçants décrivent le retour du sorgho traditionnel sur les étals comme une retrouvaille plus que comme une opportunité commerciale. Ces récits isolés convergent vers un même effet précoce. La réforme a modifié la perception du risque. Là où l'achat annuel de semences brevetées
imposait une dépendance financière et technique, la possibilité de conserver et d'échanger des graines locales redonne une continuité aux cycles agricoles. Les marchés locaux s'ajustent, non par explosion des volumes, mais par stabilisation progressive des pratiques. Les chercheurs, de leur côté, déplacent leurs priorités vers l'adaptation écologique plutôt que la standardisation. Cet impact initial dépasse l'économie. Il touche la confiance. Dans plusieurs localités, des cercles d'échange de semences se sont formés, souvent animés par des femmes dont le savoir avait été relégué à la sphère domestique. Leur rôle devient visible, reconnu, parfois sollicité par des techniciens agricoles. L'État observe ces signaux sans les diriger, laissant l'appropriation sociale consolider la réforme. Au centre de ces scènes, on comprend peu à peu que lorsque la graine redevient locale, la décision redevient collective. C'est précisément ce qui explique pourquoi un texte juridique peut transformer une trajectoire entière. Tout commence par un geste rapide, presque sec. Le vote est expédié en moins d'1 heure, un fait inhabituel pour une loi aussi structurante. Cette vitesse agit comme un déclencheur. Elle signale que le consensus est déjà là, mûri en amont, et qu'il ne s'agit pas d'un test, mais d'un basculement assumé. À partir de cet instant, la réforme quitte le registre administratif pour entrer dans une séquence d'événements en chaîne. Dès les premiers jours, une dynamique d'activation se met en place. Les services agricoles commencent à interpréter les clauses, les chercheurs relisent chaque ligne pour en mesurer les marges d'application, et les communautés rurales réagissent sans attendre d'instructions détaillées. Dans plusieurs zones, des échanges de semences reprennent, parfois de manière informelle, parfois encadrés par des associations locales. Le signal est clair, la loi autorise, mais surtout légitime, un retour à des pratiques mises en veille pendant près de 20 ans. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'équilibre. Sa posture, décrite comme calme et constante, est perçue comme une garantie que la réforme ne sera pas renversée au premier obstacle. Puis, à l'extérieur, un point culminant se dessine. À Washington, des notes internes évoquent un risque stratégique rarement formulé aussi directement. La possibilité que l'Afrique, en affirmant une trajectoire non OGM, réduise l'un des derniers marchés à forte croissance pour les semences génétiquement modifiées américaines. Les termes utilisés sont prudents, mais l'inquiétude est lisible. Si le Burkina Faso réussit, l'effet pourrait s'étendre. Le Mali, le Niger, voire le Ghana, cessent d'être de simples partenaires agricoles et deviennent des variables géopolitiques. Cette montée en tension donne à la loi une portée qui dépasse largement ses objectifs initiaux. Ensuite, les effets se propagent, plus diffusement mais tout aussi durablement. En Europe, certains acteurs parlent de distorsion commerciale. D'autres redoutent un précédent susceptible d'encourager des remises en cause similaires. Dans le Sahel, au contraire, les discussions prennent une tournure constructive. Des comités techniques maliens étudient l'adaptabilité du texte. Au Niger, des consultations explorent l'idée d'une coordination régionale autour des semences indigènes. Rien n'est encore formalisé, mais l'idée circule, gagne en cohérence. Sur le terrain burkinabé, les conséquences quotidiennes s'accumulent. Les marchés voient réapparaître des céréales traditionnelles, les agriculteurs parlent d'un soulagement psychologique autant que pratique, et les chercheurs notent un déplacement progressif des priorités scientifiques. La réforme n'a pas tout réglé, mais elle a enclenché une dynamique. Chaque jour ajoute un acteur, une réaction, une lecture nouvelle. À ce stade, on peut résumer la séquence ainsi. Un vote rapide a ouvert une brèche, une tension internationale l'a élargie et des pratiques locales commencent à la consolider. La question n'est plus de savoir si le mouvement existe, mais jusqu'où il peut aller. Le point de départ est désormais bien identifié. Pendant près de 20 ans, 4 souches OGM liées à Monsanto et Bayer ont structuré les cycles de culture au Burkina Faso, imposant des achats annuels, des intrants spécifiques et une dépendance technique que de nombreux producteurs avaient fini par considérer comme inévitable. À partir de ce socle, la loi a introduit une évolution immédiate, un déplacement mesurable de la perception du risque et du contrôle, du brevet vers la graine locale. D'abord, du côté américain, un signal apparaît. Après une décennie marquée par des tensions commerciales avec la Chine, le Brésil et l'Inde, les exportations agricoles des États-Unis
affichaient déjà des reculs notables, certaines cultures enregistrant des baisses à 2 chiffres. La perspective de voir l'Afrique, décrite dans plusieurs briefings comme le marché agricole à la croissance la plus rapide, s'orienter vers une trajectoire non OGM, a ajouté une vulnérabilité supplémentaire. Plus l'affirmation africaine se précisait, plus les marges de négociation occidentales se réduisaient, transformant un débat agronomique en enjeu stratégique. Ensuite, un signal vient du terrain. Dans les laboratoires improvisés de Bobo Dioulasso, des ingénieurs ont comparé la résilience des variétés indigènes de mil et de sorgho avec celles introduites par les firmes biotechnologiques. Les premières séries d'observations ont montré que les semences locales résistaient de mieux aux sols pauvres et aux cycles d'humidité irréguliers. Ce résultat, partiel mais cohérent avec les retours de terrain, a renforcé l'idée que la modernité agricole pouvait s'appuyer sur des espèces traditionnelles à condition d'être repensée à partir des réalités écologiques du Sahel. Puis, un signal est d'ordre politique. Dans un contexte régional attentif, la posture d'Ibrahim Traoré a été lue comme un signal de constance. Sans annonce spectaculaire, son maintien du cap a été interprété comme une invitation implicite à explorer des modèles de souveraineté élargie. Au Mali, des comités techniques ont étudié chaque clause du texte burkinabé. Au Niger, des consultations ont envisagé une coopération régionale autour des semences indigènes. L'évolution ici n'est pas chiffrée en volume, mais en trajectoire non possible. Enfin, un dernier signal, plus diffus, concerne la perception citoyenne et il se lit dans les villages comme dans les marchés. Dans les villages et les marchés, le retour des semences non brevetées a été décrit comme une réparation symbolique. Lorsque la graine se libère du brevet, la communauté reprend sa voix. Ce glissement d'échelle, du technique au social, explique pourquoi l'abandon partiel des OGM n'a pas paralysé la production, mais a stimulé une réorganisation progressive des pratiques. Pris ensemble, ces éléments dessinent une évolution claire. La loi n'a pas supprimé les contraintes, elle a déplacé le centre de gravité. La question qui demeure est de savoir si cette évolution initiale peut se stabiliser et produire des gains durables à l'échelle régionale. Deux thèses s'affrontent depuis l'entrée en vigueur de la loi et les présenter loyalement permet d'en mesurer la portée réelle. La première, défendue par plusieurs capitales occidentales et par les grandes firmes biotechnologiques, affirme que l'abandon progressif des semences OGM affaiblira la productivité, limitera l'accès aux marchés internationaux et exposera les économies sahéliennes à des chocs commerciaux. Selon cette lecture, la standardisation génétique garantit des volumes prévisibles, une compatibilité avec les chaînes d'exportation et une protection face à des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Renoncer à ces outils reviendrait pour ces acteurs à accepter une perte de compétitivité. La seconde thèse s'est construite depuis le terrain africain, les centres de recherche régionaux et une partie croissante de la société civile. Elle soutient que la résilience ne peut être durable si elle repose sur une dépendance structurelle. Les semences dont la propriété échappe aux producteurs imposent des achats récurrents, des intrants spécifiques et un cadre technique rigide, souvent mal adapté aux sols pauvres et au cycle d'humidité irrégulier du Sahel. Dans cette perspective, l'autonomie semencière n'est pas un rejet de la science, mais une redéfinition de ses priorités. Les premiers faits observables permettent d'arbitrer partiellement. Les observations menées à Bobo Dioulasso indiquent que certaines variétés locales présentent une meilleure tolérance aux contraintes écologiques, sans effondrement des rendements. Les retours de terrain soulignent aussi une réduction du risque financier lié aux achats annuels obligatoires. Ces éléments ne prouvent pas une supériorité universelle, mais ils contredisent l'idée d'un affaiblissement automatique de la production. Sur le plan politique, la constance affichée par Ibrahim Traoré a renforcé la crédibilité de cette seconde lecture. Sans opposer frontalement les modèles, le maintien du cap a laissé le temps aux données de s'accumuler et au débat de se déplacer du registre idéologique vers l'évaluation empirique. Le point d'équilibre qui se dessine n'est donc pas un choix binaire, mais une question de maîtrise. Qui décide des cycles, des priorités et des compromis acceptables? La tension demeure, mais elle est désormais mieux définie. Et c'est précisément cette clarification qui prépare la suite. Ce basculement ne tient pas à un rendement spectaculaire ni à une victoire diplomatique immédiate,
mais à un déplacement plus profond. La loi a transformé une décision agricole en variable politique régionale. Jusqu'ici, les débats sur l'armée Centene, sur les semences, restaient cantonnés au ministère technique et au cercle d'experts. Désormais, ils structurent des calculs de pouvoir, des alliances potentielles et des stratégies de négociation. À ce point médian, un élément devient clair. La réforme n'a pas seulement affecté ce qui pousse dans les champs, elle a modifié la manière dont le Burkina Faso est perçu et se perçoit. En maintenant le cap sans surenchère, Ibrahim Traoré a contribué à installer une lecture nouvelle, celle d'un État capable d'assumer un choix souverain tout en laissant les preuves s'accumuler sur le terrain. Cette posture a réduit l'espace des réactions impulsives et déplacé l'attention vers les effets concrets. Le changement de gravité se lit aussi dans les conversations régionales. Au Mali et au Niger, les discussions ne portent plus sur l'opportunité symbolique d'imiter le Burkina Faso, mais sur les modalités pratiques d'une coordination possible. L'idée d'un cadre commun des semences indigènes circule, encore informelle, mais suffisamment précise pour inquiéter certains acteurs extérieurs. À partir d'ici, la dynamique n'est plus réversible par de simples pressions rhétoriques. Le mouvement est engagé et ses conséquences commencent à se déployer au-delà des frontières. Les conséquences concrètes de la réforme se déploient désormais à plusieurs niveaux, chacun révélant une facette différente du basculement en cours. Pour les États, d'abord, la loi a créé un précédent politique. Elle montre qu'un choix agricole peut être assumé sans isolement immédiat, à condition d'être porté par une cohérence interne et une constance stratégique. Le Burkina Faso a ainsi gagné une marge de négociation nouvelle, non parce qu'il impose un modèle, mais parce qu'il démontre sa capacité à en soutenir les coûts initiaux. Pour les entreprises, l'effet est plus contrasté. Les firmes biotechnologiques voient apparaître une incertitude supplémentaire dans une région longtemps perçue comme un marché en expansion. Cette incertitude ne se traduit pas encore par un retrait massif, mais par un recalcul. Les acteurs locaux, en revanche, observent une stabilisation progressive des dépenses liées aux semences et aux intrants, ce qui modifie les équilibres financiers à l'échelle des exploitations. Le risque se déplace, du prix d'achat vers la capacité d'organisation collective. Du côté des citoyens, l'impact est avant tout social et psychologique. Dans les villages, le retour des semences non brevetées est décrit comme une reprise de contrôle sur le temps long. Les échanges de graines renforcent les liens communautaires, et le geste de planter devient à nouveau porteur d'une signification partagée. Dans les marchés urbains, la réapparition de céréales traditionnelles alimente un sentiment d'identité retrouvée, même lorsque les volumes restent modestes. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions prennent une dimension stratégique. Le Mali et le Niger ont engagé des consultations techniques pour évaluer l'adaptabilité du cadre burkinabé à leur propre contexte. Ces démarches restent prudentes, mais elles suffisent à transformer l'environnement diplomatique. L'hypothèse d'un effet domino devient crédible, et avec elle, la possibilité d'une coordination sahélienne autour des semences indigènes. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré continue de servir de point de référence, non comme un porte-voix, mais comme un repère de continuité. Sa posture est lue comme un signal de stabilité, rassurant pour les partenaires régionaux et dissuasif pour les tentatives de pression brutale. Cette constance contribue à ancrer la réforme dans le temps, condition indispensable pour que ses effets dépassent l'événement et deviennent structurels. Pris ensemble, ces impacts dessinent une réalité nuancée. La loi n'a pas résolu toutes les tensions, mais elle a déplacé les termes du débat. Désormais, la question n'est plus de savoir si la souveraineté agricole est possible, mais à quelles conditions elle peut être partagée et soutenue à l'échelle du Sahel. Pour les mois à venir, plusieurs trajectoires plausibles se dessinent, au croisement des réactions internationales, de la cohésion interne et de la capacité régionale à transformer l'essai. Dans une trajectoire probable, l'évolution repose sur une continuité prudente. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide ses banques de semences, structure progressivement la recherche locale et ajuste ses marchés sans rupture brutale. Les pays voisins poursuivent en mode des consultations discrètes, sans calendrier contraignant. Les tensions extérieures persistent,
mais reste gérable car les résultats sociaux et agricoles observables servent de pare-feu. La ligne directrice demeure simple: protéger la souveraineté sans provoquer d'escalade. Dans une trajectoire plus favorable, l'évolution suppose une accélération régionale. Le Mali et le Niger adoptent des cadres juridiques inspirés du modèle burkinabé, ouvrant la voie à une coordination sahélienne des semences indigènes. Des partenariats de recherche se mettent en place, les universités renforcent leurs programmes sur les cultures adaptées au Sahel et les producteurs, encouragés par les premiers retours, intensifient la production non brevetée. Dans ce cas, le Sahel commence à peser davantage dans les discussions internationales sur l'alimentation. La posture constante d'Ibrahim Traoré joue alors un rôle d'ancrage, facilitant la confiance entre acteurs et la lisibilité du projet. Dans une trajectoire plus difficile, l'hypothèse reste toutefois crédible. Des pressions commerciales accrues, une procédure formelle à l'OMC ou des restrictions à l'exportation pourraient fragiliser certains producteurs et nourrir un climat de doute. Des campagnes d'influence tenteraient de présenter la réforme comme un risque économique cherchant à diviser l'opinion. Dans ce contexte, la capacité institutionnelle à maintenir le cap serait mise à l'épreuve. Cependant, la mémoire des années de dépendance pourrait agir comme amortisseur, rappelant que les périodes d'instabilité n'ont pas commencé avec la réforme. Face à ces scénarios, une recommandation de lecture s'impose. Analyser chaque évolution à l'aune d'un double critère, souveraineté et stabilité. C'est à leur intersection que se décidera la trajectoire réelle, bien plus qu'au gré des réactions immédiates. À mesure que la réforme s'installe, ces effets atteignent des groupes qui ne se percevaient pas comme des acteurs centraux d'un changement agricole. Dans les écoles rurales, des enseignants ont commencé à intégrer des leçons sur les variétés indigènes, expliquant pourquoi certaines graines cultivées par les arrière-grands-parents possèdent une valeur culturelle aussi importante que leur rendement. Cette transmission, longtemps absente des programmes, rend la souveraineté intelligible pour les plus jeunes et l'ancre dans le quotidien. Dans les villages du Nord, la transformation prend une forme collective. Les femmes chargées de conserver les semences deviennent des références locales, parfois invitées à partager leur savoir lors d'ateliers communautaires. Leur expertise, autrefois cantonnée à la sphère domestique, acquiert une reconnaissance nouvelle. Ce déplacement de statut renforce la cohésion sociale et redonne une place visible à des pratiques longtemps marginalisées. Les jeunes agronomes, eux, voient s'ouvrir un champ d'expérimentation. Les laboratoires improvisés et les projets de terrain encouragent une recherche appliquée, centrée sur l'adaptation écologique plutôt que sur la reproduction de modèles importés. Beaucoup décrivent un sentiment d'utilité accrue, celui de contribuer à une trajectoire choisie plutôt qu'à une simple exécution de normes externes. Dans les marchés urbains, enfin, l'impact est plus diffus mais perceptible. Le retour de céréales traditionnelles alimente un sentiment d'identité retrouvée, même lorsque les volumes restent limités. La réforme devient un miroir des aspirations collectives, reliant gestes agricoles et choix de société. Deux gestes simples émergent de ces expériences. Documenter et partager les savoirs locaux, d'abord pour éviter leur dispersion. Créer des espaces d'échange réguliers, ensuite, afin de transformer l'adhésion symbolique en pratique durable. Ces pas modestes expliquent comment une loi peut dépasser son cadre initial et toucher la vie ordinaire. Pour que la dynamique reste durable, il faut une séquence claire, lisible et mesurable. Pour commencer, il faut renforcer les banques de semences indigènes déjà alimentées par les variétés retrouvées dans les villages du Nord. Leur fonction dépasse le simple stockage. Elles deviennent une assurance collective contre les ruptures commerciales et un outil de continuité agronomique garantissant que la réforme survive aux aléas extérieurs. Ensuite, l'enjeu relève de la recherche. Les laboratoires improvisés ont démontré qu'un écosystème scientifique local pouvait émerger avec des moyens limités. Les consolider, c'est permettre une documentation rigoureuse de la résilience des cultures traditionnelles, produire des données comparables et nourrir un débat régional fondé sur des preuves. Cette étape ancre la réforme dans le temps long et réduit la dépendance aux expertises importées. Puis,
vient la coordination régionale. Les signaux venus du Mali, du Niger et du Ghana montrent qu'une coopération sahélienne n'est plus hypothétique. Harmoniser certaines normes, partager les résultats scientifiques et envisager un cadre commun pour la protection des semences indigènes permettrait de neutraliser les pressions isolées. À ce niveau, la posture constante d'Ibrahim Traoré est perçue comme un facteur de cohérence, facilitant la confiance entre partenaires sans imposer un leadership formel. Enfin, la cohésion interne demeure décisive. Donner aux citoyens des outils de compréhension, expliquer les choix et les indicateurs de suivi, et rendre visibles les bénéfices intermédiaires consolide l'adhésion. Qui fait quoi, quand et comment mesurer l'avancement? Ces repères simples transforment une loi en processus partagé. C'est à cette condition que la souveraineté semencière peut devenir une stabilité durable. Un motif discret traverse toute cette trajectoire. Les mains qui conservent, transmettent et plantent. Au début, elles apparaissaient dans les villages du Nord, lorsque des femmes sortaient des paniers de graines anciennes pour expliquer leur résistance aux sols éprouvés. Plus loin, on les retrouvait dans les laboratoires improvisés, manipulant des échantillons de terre, traçant des cartes d'humidité, testant des hypothèses simples. Ce fil n'a jamais quitté le récit, parce qu'il relie l'intime au politique. En y revenant, la réforme prend une résonance particulière. Elle ne s'impose pas par la contrainte, mais par la mémoire retrouvée. Planter sans brevet devient un geste chargé de sens, une manière de reprendre souffle après des années de dépendance diffuse. Dans les marchés, le retour du sorgho traditionnel donne l'impression que le pays se réaccorde avec lui-même, sans renier l'avenir. Dans cette continuité, la posture d'Ibrahim Traoré est souvent décrite comme un amplificateur silencieux. Sans discours emphatique, elle renvoie à la même idée, une souveraineté solide commence par des détails modestes, répétés, protégés. C'est cette correspondance entre un acte ancestral et une décision géopolitique qui surprend les observateurs et fédère les communautés. La phrase qui s'impose alors tient en peu de mots. Reprendre la graine, c'est reprendre la trajectoire. Au terme de ce parcours, une évidence se dégage sans provocation, ni triomphalisme. L'histoire qui s'écrit au Burkina Faso ne cherche pas à imposer un modèle au reste du monde, mais à rappeler qu'un peuple peut décider de ce qui le nourrit. Dans les villages, comme dans les quartiers urbains, la loi a ravivé une question simple, presque intime, qui dépasse les clivages techniques ou idéologiques. Que signifie choisir soi-même ce qui pousse sur sa propre terre et à quel prix collectif cette décision devient-elle tenable? Cette interrogation circule désormais bien au-delà des frontières nationales, parce qu'elle touche à des enjeux universels, autonomie, stabilité, dignité économique. Elle invite à regarder autrement les rapports entre agriculture, pouvoir et mémoire. Si cette trajectoire résonne avec vos propres réflexions, il peut être utile de la discuter, de la nuancer, de la mettre en perspective avec d'autres expériences. Chaque analyse partagée, chaque point de vue argumenté contribue à éclairer un débat qui ne se limite pas au Sahel, mais concerne l'avenir des choix alimentaires et politiques à l'échelle du continent. Et la question demeure ouverte, elle vous appartient désormais. Comment pensez-vous que cette souveraineté en construction peut s'inscrire durablement dans le monde à venir ?